jeudi 28 mars. Aujourd'hui, à l'émission, on va terminer en parlant de danse, mais tout d'abord, on parle de santé mentale. Bienvenue à Studio Libre. On parle beaucoup de santé mentale depuis les 2 dernières années, mais ma prochaine invitée, elle en parle depuis plus de 30 ans et d'ailleurs le centre dont elle est la directrice générale, eh bien, ça fait 35 ans cette année que le centre Intersection œuvre dans le domaine de la santé mentale. Christine Simard, merci beaucoup d'être avec nous. Ben merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être ici puis de vous parler du centre Intersection et de santé mentale de façon générale. Absolument, parce que, bon, depuis la pandémie, bien sûr, les cas de santé mentale ont été exacerbés. On en a parlé. Les conséquences du confinement accompagné, on ne reviendra pas là-dessus parce que bon, on en a parlé en long et en large. Mais la santé mentale, c'est de tout temps. Il y a 35 ans, c'était peut-être... Le visage a peut-être changé un petit peu en 35 ans, j'imagine, mais la santé mentale a toujours été un enjeu, là. La santé mentale a toujours été un enjeu, en effet. Nous, ce qu'on voit, puis là, je parle toujours des utilisateurs qui fréquentent le centre Intersection, je vous dirais qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, le visage de la santé mentale a beaucoup changé. Ouais. On avait beaucoup de références de gens puis qui avaient une quarantaine d'années à l'époque. Les références ont changé. On avait de plus en plus de jeunes. On diagnostique de plus en plus jeunes et je me dis c'est tant mieux parce que plus on intervient rapidement dans la vie de quelqu'un, moins il y aura de dommages, plus on va essayer de limiter les impacts négatifs de la maladie mentale. Alors, on a vu, nous autres, un changement radical dans la clientèle, comme je vous disais, il y a une vingtaine d'années. De plus en plus de jeunes arrivaient au centre Intersection. 17, 18, 19 ans, avec tout ce que ça implique aussi. 17, 18, 19 ans, les gens cherchent leur identité, testent les limites. Fait qu'on est arrivé avec cette belle clientèle-là qui nous a permis aussi de voir autre chose et de développer des programmes beaucoup plus adaptés à cette clientèle-là. Juste pour vous donner un exemple, avec cette clientèle plus jeune qui est arrivée, j'ai un coordonnateur fantastique, ça fait 24 ans, il commence sa 25e année avec nous autres. C'est un fou du sport et c'est un maniaque de hockey. Fait qu'il vient me voir et dit « Christine, qu'est-ce que tu penses de si on mettait une équipe de hockey sur pied? » Je dis, fais n'importe quoi, mais pour canaliser cette énergie-là que les gens ont de façon positive. On oublie souvent l'activation physique dans le processus du rétablissement. Alors, nous autres, notre équipe de hockey a plus de 20 ans. Et là, ils se préparent parce qu'à chaque année, ils participent aux défis sportifs à Montréal. Grosse compétition provinciale, hockey sur balle. Alors, le 1er mai, notre équipe s'en va aux défis sportifs. Ils nous ramènent des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze, là. Fait que, au niveau de la valorisation aussi des gens, là, d'avoir... Moi, j'étais sur place leur première participation. Et quand... c'est Jean-Marie Lapointe qui est le porte-parole. Et quand il a remis les médailles dans le cou de chacun des joueurs, la fierté qu'on voyait dans leurs yeux, là... Moi, j'étais dans l'assistance. Je trouvais ça très touchant. Tu sais, comme c'est notre équipe qui est là, puis qu'on reconnaît chacune des personnes avec leur nom, là. Fabuleux. Oui. Fait que oui, le visage de la santé mentale change. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, beaucoup d'anxiété. C'est comme un diagnostic qui se rajoute au diagnostic primaire, là. Oui. Beaucoup de problèmes d'anxiété, là. On se demande d'ailleurs pourquoi l'anxiété a grimpé en flèche. On a seulement qu'à aller dans les écoles secondaires pour le comprendre. Et même au niveau adulte, là, il y a des gens qui... Et j'en fais partie. J'en fais des crises d'anxiété. Puis souvent, je me rationalise, puis je me dis, voyons donc, ça n'a aucun bon sens, qu'est-ce que tu es en train de penser là? Tu es en train de te faire des scénarios dans la tête, puis à un moment donné, ça passe. Mais je peux vous dire, et ça, je l'ai jamais dit publiquement, mais la première crise de panique que j'ai fait, c'est ici. J'étais en train de lire les nouvelles pour l'émission Infomag de l'époque et j'ai eu une montée et le pire, c'est que j'ai parlé à ma réalisatrice après et puis j'ai dit, j'ai fait une attaque de panique. Elle m'a dit, ça n'a pas paru. J'ai dit non parce que je l'ai senti, je l'ai détecté. J'ai dit, tu fais une attaque de panique. Ce qu'on se rend compte actuellement aussi chez des gens plus jeunes que
les gens de ma génération, mettons, n'ont pas vécu, c'est tout le phénomène de l'éco-anxiété. Oui, oui. Avec tout ce qui se passe, réchauffement de la planète, les gaz à effet de serre, les jeunes sont très sensibles à tout ça et on a beaucoup d'éco-anxiété à ce niveau-là. De l'anxiété de performance aussi. Oui. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Tu sais, on peut communiquer avec plein de gens, sauf que qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur Instagram, par exemple? Ah, c'est le beau. C'est pas la réalité. Les gens se montrent sur leur meilleur angle, qui ont une vie merveilleuse, fantastique. Ils sont dans des paradis, on voit les voyages et compagnie. Ça, c'est tellement beau la vie, là. Et voilà, je suis heureux, regardez mon standing. Ça aussi cause beaucoup d'anxiété parce que la comparaison sociale, ça peut faire du tort. Ah oui, absolument. Souvent, ma mère me disait souvent, quand on se compare, on se console. Ouais. C'est ça, là. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Oui, effectivement. Ben, effectivement. C'est ça. Fait que tout ça a un impact important. Oui. Je disais que le visage de la santé mentale a changé avec le temps. Et je pense que la perception des gens aussi a changé avec le temps. Parce qu'à l'époque, on disait qu'on souffrait de santé mentale. On n'est pas loin des internements obligés, puis tout ça. Là, on parle du siècle dernier. Donc, ça a changé beaucoup. Et aussi, dans la perception, j'allais dire, générale des gens. Avant, on pensait à une personne qui avait un problème de santé mentale, on disait c'est un fou. C'est un fou, et c'est un fou, on devrait l'enfermer à vie, et on faisait beaucoup l'association problème de santé mentale et violence. Donc, c'est quelqu'un qui va être violent. Exemple donné, un schizophrène en crise, exemple donné, là, j'ai l'image. Alors que les statistiques nous disent que seulement, puis bon, je veux pas banaliser ça non plus, mais seulement 2% des actes de violence sont commis par des gens qui ont un problème de santé mentale. Fait qu'il faudrait se méfier des 98% autres normaux qui font des actes de violence. C'est ceux qui ont l'air souvent plus normaux, c'est ceux qui sont les plus louches. Oui. Mais grand Dieu que ça a changé. Je pense que ça a changé parce qu'on en parle de plus en plus. Et au niveau de toute la déstigmatisation, pardon, je trébuche dans ma langue, toute la déstigmatisation, de plus en plus de gens connus, entre guillemets, ont fait des sorties. Oui. Je pense à François Massicotte, qui, entre autres, qui a dit que lui était bipolaire. Varda Étienne aussi, qui est bipolaire. Et puis là, je ne vais pas toutes les nommer, mais je pense que on peut mettre un visage sur les problèmes de santé mentale. Et comme les problèmes de santé mentale peuvent toucher quand même un certain nombre de la population, souvent, dans notre propre entourage, on va avoir quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Absolument. À différents degrés. Fait que tout ça nous permet de mieux voir c'est quoi le vrai visage de la santé mentale et que c'est un phénomène réel qui touche des gens, puis c'est pas de leur faute non plus. C'est pas de ta faute si t'es diabétique, là, de type 1, de type 2, on sait qu'on peut le contrôler par plein de choses, là, mais tu subis des problèmes de santé mentale, là. Absolument. Fait que toute la déstigmatisation, et grand Dieu que ça continue aussi. À toucher les gens, je pense que à un moment donné, quand on se rend compte qu'on n'est pas seul non plus. Et ces artistes-là qui ont fait à une certaine époque, ne l'auraient jamais fait. Je recule même dans les années 80, parce que ça aurait été pratiquement un suicide. Un suicide artistique. Un suicide artistique ou un suicide de carrière. Là. Il n'y aurait pas eu personne qui aurait voulu les engager après parce que, oh non, il est instable ou elle est instable. Mais quand c'est contrôlé, quand il y a une médication, quand il y a vraiment un suivi, c'est des gens qui... c'est pas écrit dans le front, là. Vraiment pas écrit dans le front. Moi, ce que je trouve le plus drôle puis le plus rassurant puis qui me sécurise, c'est lorsque des gens viennent visiter le centre Intersection, par exemple, puis après ils disent, je suis pas capable de faire la différence entre les intervenants et les utilisateurs. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses, hein? Oui, absolument. Fait que non, c'est pas peinturé. Et effectivement, je pense que la société évolue, grand Dieu, et que maintenant, il y a une ouverture plus grande de la société face aux problèmes de santé mentale. Ouais, j'espère, parce que il y en a beaucoup.
on en a parlé. Et puis, bon, vu qu'on diagnostique plus, souvent, on dit « Ah, ça a monté en flèche ». Peut-être pas tant que ça, parce que, justement, c'était peut-être sous-jacent, puis on n'allait pas chercher les ressources nécessaires. Effectivement, puis il y a une statistique qui est universelle. Si on parle des troubles graves de santé mentale, maladie bipolaire, schizophrénie, psychose, ça touche de 2 à 3% de la population. Fait que ces troubles graves-là sont assez stables dans le temps. C'est toutes les autres qui sont peut-être plus transitoires ou circonstancielles là, qui s'ajoutent à ça. La personne n'est pas qu'un diagnostic. Exact. Ça, je pense qu'on le dira jamais assez. Tu es une personne et non pas un schizophrène et non pas un bipolaire. Tu es quelqu'un avant, t'as un nom, t'as une personnalité, puis ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre finalement. Là. Ben effectivement, la personne est un être humain d'abord et avant tout. Il y a un grand défenseur du rétablissement qui s'appelle Luc Vigneault, qui est à Québec. Et c'est un des premiers qui a été patient partenaire à l'époque. Et il dit souvent je suis pas une maladie, je suis pas qu'une maladie. Tu sais, je suis un être humain en arrière de tout ça. Puis effectivement, c'est tout à fait vrai. Tu sais, le diagnostic, puis même nous, on s'en sert pas du diagnostic, on part de l'être humain, puis on essaye de travailler avec tous nos côtés, tu sais, notre spiritualité, body, mind and soul, excusez mon anglicisme, mais le corps, l'âme et l'esprit aussi. Et on travaille de plus en plus au niveau des approches corporelles aussi. Parce que le corps fait partie aussi du rétablissement, puis on l'oublie souvent dans nos interventions. Fait que moi, j'ai une intervenante qui est allée se faire former, là, elle est devenue prof de yoga. Ah, OK. Et pour offrir des séances de yoga à notre clientèle qui peut peut-être pas se le payer non plus. Fait qu'on s'en va aussi là. J'ai aussi un infirmier kinésiologue qui fait faire du kickboxing à nos utilisateurs. Ça, pour sortir de l'énergie, ça sort l'énergie. Oui, ça sort l'énergie. Et on a accroché des gens à travers le sport puis certaines activités de conscience corporelle qui avaient de la difficulté à se mobiliser. Et moi, je me souviens, j'assiste à ça, j'en fais pas, là, évidemment. Mais et il y avait un utilisateur qui me disait « Regarde, il faut que je monte 5 fois les escaliers. » Il dit « Tu vas compter avec moi. » Fait que je suis restée là, j'ai compté 5 fois. Puis il était fier de ce qu'il avait accompli, là, la fierté, là, ça n'a pas de prix. On s'en jasait hors d'onde. On a besoin, oui, éventuellement, dans certains cas, de médication, mais la médication n'est pas tout non plus. Et on prend pas une pilule, puis oups, c'est réglé, merci, bonsoir, et ainsi va la vie. Là. Il y a d'autres choses à faire, un travail sur soi. Quand on dit on va faire un travail sur soi, ben c'est réel, il faut le faire. Mais effectivement, parce que la médication, moi je dirais, puis c'est à peu près ce qu'ils disaient dans les études, c'est à peu près 50% de la réussite du traitement, mais l'autre 50% est tout très important aussi, et que si tu adresses pas toutes les situations qui t'ont amené à avoir, mettons, une dépression ou un problème de santé mentale, à reconnaître les signaux et de faire quelque chose de positif de ta vie, ta petite pilule, là, t'amènera pas très loin. On a la chance au Centre Intersection d'avoir dans nos locaux une clinique psychiatrique. OK. La clinique L'Équilibre. Ça fait en 2020, on a accueilli cette clinique-là. C'est un psychiatre qui travaillait dans le réseau et puis qui s'est un peu désaffilié pour devenir psychiatre indépendant. Nous, on aimait travailler avec cette personne-là. Lui aimait travailler avec nous. Fait que ça a été normal de faire cette association-là, de l'accepter dans nos locaux. Et il y a une vision aussi de la médication ne règle pas tout non plus. Il croit beaucoup à l'activation sous toutes ses formes. C'est l'activation sociale, l'activation physique, tout type d'activation. Et pour un psychiatre, c'est pas un psychiatre à pilule non plus. Fait que on est chanceux de l'avoir avec nous. On a poussé l'audace il est devenu un employé du centre il y a 2 ans, où c'est notre conseiller clinique. Là. Fait que, on espère que le centre dure encore et encore et encore, parce que on l'a dit puis on l'a répété, les besoins sont criants, on diagnostique de plus en plus, donc ça prend des suivis pour les gens.
Merci beaucoup, Hey, Christine ça m'a Simard, fait d'avoir été là. plaisir. Le temps a filé trop Oui. rapidement. Et puis, on va mettre toutes les informations en bas pour que les gens puissent vous rejoindre au Centre Intersection. Et puis, de aller justement des fois consulter, juste voir les services, qu'est-ce que je peux avoir comme service. Et souvent, on peut rester étonné. Effectivement. Et il y a une panoplie de services là, en Outaouais. Fait que, tu sais, prenez pas les limitations géographiques là, comme un frein. Au contraire, là, il y a une belle offre de services communautaires en santé mentale. Merci beaucoup encore une fois. Merci, au revoir. Bien que la température soit assez froide ces temps-ci, eh bien, il faut penser à l'été parce que oui, l'été s'organise à ce moment-ci. Eh bien, on va parler d'un camp d'été assez particulier avec le directeur de l'Académie de danse de l'Outaouais, M. André Laprise. Bonjour, M. Laprise, bienvenue. Bonjour, M. Caron. Donc, le camp d'été qui danse, eh bien, c'est organisé par l'Académie de danse de l'Outaouais et je voyais quelques activités, quelques semaines spécifiques dans l'été, des camps concentrés, j'allais dire. Oui, la vision, belle observation. La vision de nos camps de jour, c'est des camps qui sont spécialisés. Mm-hmm. En étant en danse, à titre de directeur, mais aussi ex-professionnel danseur, je crois fermement que de donner une expérience, un vécu aux jeunes, peu importe leur âge, de quelque chose qui ressemble à la vie de danseur. Donc, c'est une expérience qui peut être assez concluante, qu'elle soit positive ou négative. Moi, j'ai atteint mon but, mon objectif, mais de plonger des jeunes dans une journée complète ou une semaine ou plusieurs semaines, où les jeunes s'entraînent, arrivent à s'exprimer par tous les aspects qu'on touche en danse et de présenter le résultat de leur travail, de leur labeur et de leur plaisir devant public, qui peut être choisi, qui peut être familial ou autre. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est des expériences assez concluantes. Et on le voit, et quand on regarde un peu la nomenclature des camps, eh bien, c'est quand même des camps qui sont offerts pour des enfants de 5 à 7 ans, on a pour 8 à 12 ans et on en a pour 12 ans et plus. Donc, on a visé large. Et est-ce que vous avez autant de succès avec des cours ou des camps qui sont pour les 5 à 7 ans que les 12 ans et plus? Nos trois versions, nos trois propositions sont très bien fréquentées et très bien appréciées. Ce qui est important de considérer ou de comprendre, c'est que les 5 à 7 ans, on est dans une période d'une semaine, des journées complètes, où les jeunes explorent la danse rudimentaire, quelques éléments techniques, beaucoup l'expression. On va aller sur l'expression théâtrale parce que c'est beaucoup plus accessible à ce Oui, moment-là. effectivement. Un peu le bricolage parce qu'on veut qu'il touche à l'aspect Ah, de l'environnement. Donc, intéressant. je reviens à mon premier sujet, que les jeunes touchent un peu à tout ce qui concerne la danse. Mais quand on va voir un spectacle, on voit les danseurs, mais il y a un décor, il y a des accessoires, il y a des entrées, il y a des Ah, sorties, ben il y oui. a tout ça. Donc, à leur mesure, donc les 5 à 7 ans vont présenter quelque chose qui va être un peu plus folklorique, un peu plus exploratoire, créatif et souvent très théâtral. Mm-hmm. Pour les 8 à 12 ans, on a un camp où on explore 4 disciplines différentes. La danse folklorique, la danse créative, la danse indienne et la danse trapèze qui est unique à l'Académie. Donc, ces jeunes-là ont un parcours dans on va dire 4 langues différentes. À la fin des 2 semaines, lorsqu'ils présentent leur travail, les chorégraphies qu'ils ont apprises, bien, ils sont en mesure de dire, bien, moi, j'aime vraiment le trapèze, ou j'aime vraiment la créativité, ou j'aime moins telle chose. Donc, ça sert de catalyseur pour mieux orienter ses intérêts. Mm-hmm. Le troisième projet pour les 12 ans et plus, qui est mon projet un peu fétiche, si vous voulez, la galerie danse, c'est que les jeunes à cet âge-là commencent à avoir une certaine expertise, une certaine expérience, Mm-hmm. peuvent s'exprimer de façon beaucoup plus autonome. On les entraîne en ballet classique, en danse contemporaine. On leur impose des chorégraphies comme ça se fait dans la vraie vie de danseur, mais on les invite aussi à faire leur propre création. On les encadre Ah, là-dedans. Donc, les élèves
les danseurs de la relève qu'on espère Mhm. vont vivre un côté très technique de la danse et un côté très créatif et expressif. Mhm. Et cette année, on est encore à ficeler les dates, mais la fin de la galerie danse devrait être présentée à la salle Jean-Després, à la Maison du Citoyen, au 25 rue Laurier à Olne. Pourquoi qu'on appelle ça la galerie danse? C'est parce que, à mon avis, une chorégraphie, c'est comme un tableau, comme si on allait dans Mhm. une galerie. Effectivement. Alors, le public est assis et les tableaux vont passer devant eux. Et Intéressant. généralement, on a une très belle programmation. On a des jeunes avec beaucoup de talent, beaucoup d'intérêt, beaucoup de créativité dans la région. Ça vaut généralement le déplacement. Oui. Je vois, bon, c'est pas la première année que vous le faites, ce camp d'été-là. Et avec le temps, est-ce que vous voyez un des jeunes qui reviennent à ces camps-là? Ou est-ce qu'ils vous disent finalement, hey, j'ai vraiment, mais vraiment apprécié et je veux en apprendre plus de de cette passion qu'est la danse, qui peut en faire un métier aussi? Oui. Comme je disais un peu plus tôt, mon objectif pédagogique est que les jeunes puissent prendre une décision qui leur appartient. J'aime ça ou je n'aime pas ça. Et à chaque année, on a des jeunes, écoutez, qui ont commencé dans Danse en danse, qui ont fait le stage intensif et qui font maintenant la galerie. Donc, ils ont progressé dans ces différents échelons-là. La majorité, je vous dirais, un gros 3/4% revient d'année en année Ah oui. et grandissent et ils attendent impatiemment. Parce que pour un jeune qui aime danser, imaginez-vous là, Mm. le stage intensif où pendant 8 heures par jour, ils font 4 styles de danse. Ils en ont jamais assez. Ils demeurent gourmands et ils ont juste hâte à l'été d'après pour revivre ça. N'oubliez pas qu'on est dans un contexte estival, donc on peut Oui. travailler en concentré. On n'est pas en dilettante comme pendant l'année où on est distrait par nos activités Mm. régulières. Là, on est vraiment concentré, on rentre dedans. Et comme je disais, mon objectif, peu importe le groupe d'âge, c'est que les jeunes vivent quelque chose Mm. d'intensif, mais pas dans le sens d'intense, mais dans le sens de complet et puis qu'ils puissent dire, bien, je suis rassasié ou j'ai le goût d'en faire plus, mais j'ai développé des aptitudes, j'ai confiance en moi et je veux aller plus loin. Mm. Parfois, vous l'avez mentionné, la confiance, c'est important. Et c'est important dans la vie d'avoir confiance en soi. On en parle beaucoup. En général, de monter sur une scène, par exemple pour la galerie danse, la scène Jean-Després, ça doit quand même être une expérience enrichissante pour les jeunes, au-delà même de la danse, au-delà juste de se produire devant un public, au-delà de battre son stress, au-delà de ne pas oublier sa chorégraphie. Quand les Oui, jeunes sortent de scène, qu'est-ce que vous voyez dans leurs yeux? ce, ce que moi j'aime bien, c'est comment que nous, on prépare. Parce que ce que vous venez de dire, qui est super intéressant et que le public en général ne se doute pas de ça, Mhm. ce sont des individus, que ce soit des jeunes ou même les danseurs professionnels. Lorsqu'on sort de scène, ouf, il y a comme une baisse d'adrénaline. Absolument. On a tout donné, fait qu'il faut rebâtir notre énergie. Puis dans nos premières expériences du genre, on ne sait pas trop comment gérer ça. Alors, pourquoi moi, ces projets-là d'été sont si importants et si excitants? Parce que là, nous, on est avec eux tout le temps. On va préparer ces jeunes-là pour une expérience du genre et on va s'assurer de les encadrer jusqu'à la fin. À ce titre-là, voyez-vous, l'expérience de la galerie, nous, on vise à avoir un minimum de 2 journées de représentation, Ah, pas juste une représentation. OK. Si on peut en faire 2, 3 ou 4, Ah je oui. sais très bien que c'est épuisant pour les jeunes. Mhm. Sauf que de vivre une première expérience, c'est quelque chose. Une deuxième, on apprend d'autres choses. Une troisième aussi. Alors pour moi, entre vous et moi, qu'il rate un peu, qu'il fasse une erreur, je ne souhaite que ça parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mm. Mais il faut, nous, être là pour les encadrer, les supporter, les accueillir et pouvoir leur permettre de se restabiliser pour dire, OK, maintenant, j'ai un prochain pas à faire. Mm.
Je parlais avec une humoriste tout récemment et puis elle me disait à peu près la même chose. Fais 100 fois le même numéro. Puis après ça, là, tu vas pouvoir dire, OK, là, je le maîtrise. Après ça, fais-le 1000 fois et tu vas découvrir autre chose à chaque fois que tu le fais. Et puis, si tu te plantes littéralement, ben, c'est pas grave parce que tu vas savoir que les 99 autres fois ont été bonnes ou ont été intéressantes. Tu as appris quelque chose. Ben, on apprend par l'erreur, vous le venez de mentionner. Les jeunes, justement, vous parliez d'accompagnement après. Comment vous les accompagnez après les danses? Est-ce que vous avez un genre de, comme on dit dans le jargon, un debriefing après les spectacles? Ça peut ressembler à ça. Souvent, nous, on s'assure d'avoir une rencontre après. Pas nécessairement après le Mhm. spectacle, le lendemain, OK. pour dire, ah, OK, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu en Mhm. as tiré, et pas de le faire seulement qu'avec un élève à la fois. C'est une activité qui s'est faite en groupe. Le groupe est Mhm. solidaire et c'est important d'échanger ça. Et nous, en tant qu'adultes responsables professionnels, on apprend autant de leur expérience et de leurs échanges que nous. C'est pas parce que nous, on a plus d'expérience qu'on a le tout savoir. Les jeunes aujourd'hui, ce sont leurs dynamiques, ils font leurs découvertes Mhm. et c'est une grande richesse. Je pense qu'il faut rester ouvert à, à- à recevoir et à partager là où ils sont rendus parce que nous, on a déjà été là aussi. Mhm. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'on a passé par là et que nous aussi, on en a eu des angoisses ou qu'on en a eu des petits doutes surtout quand on s'exprime artistiquement parlant. Ben, Mhm. merci beaucoup, André Laprise, directeur de l'Académie de danse de l'Outaouais. Je vous souhaite des beaux camps d'été, puis des jeunes qui sont rassasiés de leur passion de la danse. Oui, en terminant, si je peux mentionner que le camp d'été qui danse est ouvert à tous les jeunes à partir de 5 ans. Euh, L'élément important parce que les gens vont dire, ah, est-ce que je peux ou pas? Est-ce que vous avez un intérêt pour la danse? Est-ce que vous avez une curiosité? Est-ce que vous avez envie d'y goûter? Si oui, venez nous voir. On va vous trouver le meilleur projet pour répondre à votre besoin, à votre intérêt. Et si les jeunes veulent avoir plus d'informations, c'est le www.jedanse.ca, tout simple. Merci beaucoup, Monsieur Laprise. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 28 mars de Studio Libre. Aujourd'hui, eh bien, j'aimerais remercier mes invités André Laprise et aussi Christine Simard. Donc, je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook est disponible pour connaître un peu plus au quotidien la TVC. Et on va se revoir la semaine prochaine pour un autre Studio Libre. Bonne fin de semaine!